Bonjour les amis, j'ai choisi ce cadre naturel pour faire ma nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui en fait je vais revenir en fait sur la théorie de Darwin et l'approfondir et voir tous les points auxquels je dois apporter un approfondissement plus complet. Parce que la dernière fois j'en avais fait une, mais bon c'était un peu court et j'avais pas apporté tous les points éclaircissant mon point de vue sur cette théorie qui, comme je l'avais dit, en fait, est valable dans certains cas au niveau de la micro-évolution, mais donc au niveau de la macro-évolution, c'est-à-dire de la transformation d'une espèce à une autre, j'étais pas convaincu du tout, pour ne pas dire pas du tout. Donc aujourd'hui, donc nous allons voir cette fameuse théorie. Donc je vais la décortiquer de A à Z. Ensuite, je vais parler du paradoxe de Fermi. Et pour finir, je vais vous expliquer, je vais vous proposer toutes les avancées technologiques qu'il y a eu au sujet de la, la conquête spatiale et en particulier la planète Mars et Vénus. Donc, en ce qui concerne la théorie de Darwin, comme je l'avais dit la dernière fois, donc il y a des incohérences, surtout au niveau de l'espèce humaine, puisque cela nous concerne en premier lieu. Donc il y a des incohérences au niveau du squelette. Quand on compare par exemple le squelette de l'Homo erectus, qui est notre descendant direct, donc il y a des différences au niveau des jambes qui n'ont pas la même grandeur que les nôtres, au niveau des pieds qui sont en forme de main, au niveau de la taille du cerveau qui a augmenté de façon exponentielle sans raison, au niveau de la peau qui a perdu ses poils, au niveau aussi de l'ADN, donc puisque ça c'est l'argument en fait d'autorité des évolutionnistes en disant que effectivement 98% de l'ADN du chimpanzé est similaire à celui de l'homme. Bah, vous n'êtes pas sans savoir que cette affirmation massive est complètement erronée, puisqu'en fait nous ne connaissons que 5% de notre ADN. Et sur ces 5% de cet ADN codant, puisque les 95% restants, c'est l'ADN non codant. On ne sait pas à quoi ça sert. C'est juste pour différencier chaque individu d'un autre, mais on ne connaît pas les fonctions des autres ADN. C'est-à-dire que sur notre ADN, il n'y a que 5% qui s'occupent du génome humain, c'est-à-dire de la reproduction des protéines dans le corps. Et sur ces 5% de l'homme, on va chercher les 5% codants du chimpanzé et on dit que c'est à 95% pareil. Mais c'est totalement faux, puisqu'en fait les 95 autres pourcents, on n'en parle pas. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est 95%, puisqu'avec cette méthode, on se retrouve avec des résultats complètement farfelus, puisque si on prend les 5% codants de la banane, ben c'est 50% identique à celui de l'homme. Donc vous voyez, ça veut dire n'importe quoi cette affirmation et c'est pas une preuve du tout. Voilà, je vous le prouve et vous pouvez vérifier sur internet. Donc aussi, en ce qui concerne cette fameuse théorie de Darwin, donc il faut en revenir au début. Donc au tout début, c'est-à-dire quelle est l'origine des espèces. Donc l'origine des espèces, c'est le nom du livre de Darwin, qui lui-même en fait, il n'est pas censé savoir qu'il était un peu dans la franc-maçonnerie. Donc le but de la franc-maçonnerie, c'est de vous faire croire que Dieu n'existe pas, pendant que eux, en fait, ils s'acoquinent avec des forces occultes pour nous manipuler. C'est ça leur technique. Donc c'est vous faire croire qu'il n'y a rien après, mais pendant ce temps-là, ils essayent bien de faire des trucs pour nous manigancer des propagandes bizarres comme cette fameuse théorie qui ne tient pas du tout la route. Donc je l'avais démontré comme la dernière fois, je vous disais que ce n'était pas logique qu'il y ait eu une vague de plusieurs espèces différentes qui ont peuplé la Terre.
C'est-à-dire qu'il y a eu les dinosaures, ils ont disparu, ensuite il y a eu d'autres espèces, ils ont disparu après le déluge et la période glaciaire, il y a eu encore d'autres espèces, ils ont encore redisparu, et puis voilà, on est arrivé à aujourd'hui. Et donc déjà à ce niveau, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'on ne peut pas faire apparaître des espèces de nulle part et en faire disparaître totalement toutes les autres. Et ça remet en cause ce fameux poisson qui sort de l'eau à chaque fois pour repeupler toute la surface de la Terre. C'est complètement débile, c'est ce que je pense, hein. Mais bon, à moins que vous ayez vu de vos propres yeux un sélacanthe, puisque le sélacanthe c'est le poisson de base de cette théorie, mais il est toujours vivant et il n'a pas évolué depuis des millions d'années. Il est toujours à l'état actuel, il est toujours tel qu'il était à la préhistoire. Donc ce fameux sélacanthe, il sort quand justement, en fait, il n'y a plus personne sur Terre. C'est son instinct qui lui dit de sortir pour repeupler. Bah, si le jour vous envoyez un, vous le photographiez quand il sort, hein, parce que j'aimerais bien voir. Donc aussi, il n'y a pas d'espèce qui se transforme en une autre. On n'a jamais répertorié un chien qui se transforme en chat ou un oiseau qui se transforme en écureuil. Depuis que l'écriture existe, personne n'a répertorié cette transformation. Personne. Ça n'existe pas. C'est que dans ce fameux livre, L'origine des espèces de Darwin, donc que tout le monde prend pour content, alors que c'est une supercherie complètement débile. Et en fait aussi, pour arriver donc au développement de mon analyse, aussi, je voudrais vous dire que cette théorie n'est pas valable, mais elle a quand même un certain crédit au niveau de la micro-évolution. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, mais on restera toujours la même espèce. On va pas se transformer, on va pas avoir des ailes qui vont pousser dans le dos, ou bien on va pas avoir... ça, c'est de la manipulation génétique forcée. Mais naturellement, une espèce ne va pas faire ça, c'est impossible. Un chien donnera toujours un chien et un chat donnera toujours un chat, ça c'est sûr et certain. Après, c'est que, puisque là, en ce moment, on voit que l'homme, il n'a pas changé depuis que l'Homo sapiens est donc apparu. Donc maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est l'homme 2.0 en lui injectant des puces électroniques, en forçant l'évolution pour, euh, pour, euh, pour essayer de garder toujours comment dire, cette idée dans la tête des gens comme quoi que la théorie de l'évolution, ça serait vrai. Et ben non, c'est pas vrai puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve qui prouve que cette théorie est juste. C'est que en fait du bourrage de crâne tout simplement. C'est très simple à démolir, c'est donc ce que je suis en train de faire. Et aussi j'invite tous les biologistes, tous les professeurs en sciences et autres à venir commenter ma vidéo et essayer en fait de me dire où j'ai tort. Puisque j'aimerais bien savoir s'ils ont des arguments contre moi, puisque la dernière fois j'ai eu beaucoup de commentaires. Moi j'adore que quand les gens sont contre moi dans un débat, je veux dire, c'est plus enrichissant de débattre avec quelqu'un qui est contre soi que de débattre avec quelqu'un qui a le même point de vue que vous. Donc c'est comme ça qu'on s'améliore. Et justement, c'est comme ça aussi que j'ai appris qu'il n'y avait que 5% de l'ADN qui était codant. Et c'est à partir de ces 5% qu'on vous gave comme quoi que les chimpanzés et autres primates seraient à 95% comme nous. Et c'est totalement faux. Voilà. Et aussi, donc, en ce qui concerne la théorie de Darwin, euh, je vous ai dit que cette théorie était un forçage et qu'il y a beaucoup de mensonges, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour que les gens avalent que cette théorie soit juste, alors que dès qu'il y a une découverte archéologique ou autre qui met en cause cette théorie, tout de suite on la cache. Par exemple, si on sait que l'homme a existé avant l'apparition de l'homme moderne, tout de suite on va cacher ces découvertes aux gens. C'est une pratique qui est contre la science. Moi, je ne suis pas contre la science, au contraire, j'adore la science, j'adore tout ce qui est espace, tout ce qui est planète,
tout ce qui est avancée technologique. Mais il faut pas mentir aux gens et pas dire et essayer de dire des mensonges pour défendre un truc qui est indéfendable. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Et, moi, et comme je réfléchis, je remets en question tout ce qu'on me dit. Donc forcément, dès qu'il y a un truc où je vois que c'est un peu louche, moi je suis franc et direct. Et si ça ne me va pas, je vais le dire directement et je vais casser tout ce qu'on m'a appris s'il le faut. Et éventuellement, je vois les autres possibilités qui peuvent expliquer l'apparition des espèces. Donc comment la vie est apparue sur Terre? C'est ça la vraie question. La, la vie est apparue sur Terre grâce à quoi? Ben, grâce au soleil. Si le soleil n'était pas là, la vie ne pourrait pas apparaître. S'il disparaît, tout le monde meurt. Donc le soleil, déjà à la base, c'est comme si c'était un dieu. Pour nous, ça veut dire que sans le soleil, on ne peut pas vivre. C'est lui qui est la base, déjà, la source énergétique de la vie. C'est une déité, si vous préférez. Donc sans le soleil, on ne peut pas vivre. C'est lui, forcément, qui a impulsé la vie. Donc est-ce que le soleil a quelque chose à voir avec une force supérieure qui, en fait, propulse la vie dans tout le cosmos? Ça serait pas idiot de dire ça, puisque on ne sait pas vraiment comment le soleil est apparu. Mais aussi, je vous conseille un certain docteur Kantoid, qui est un créationniste patenté. Mais par contre, moi, je ne suis pas un créationniste à 100%. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu une intervention autre pour apporter la vie sur Terre. Mais de là à dire que la Terre a 6000 ans et que tout est passé exactement comme dans la Bible, avec Adam et Ève et tout ça, c'est un peu, je dirais pas fantasmagorique, mais c'est pas loin quoi. Puisqu'en fait, on sait très bien que le simple fait de regarder les étoiles le soir et de voir des millions d'étoiles qui se trouvent à des millions d'années-lumière, ça veut bien dire que la Terre a des millions d'années. Elle peut pas avoir 6000 ans, c'est impossible. Sinon, on verrait que quelques étoiles dans le ciel. On verrait pas toutes ces constellations et toutes ces galaxies hyper loin. Sinon, ça remettra en cause la vitesse de la lumière, ça remettra en cause plein de choses. Donc c'est pour ça que je mets en doute cette partie-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'il y ait une création divine. C'est un autre débat. Donc, puisqu'à leur époque, ils essaient d'expliquer avec leur connaissance à eux comment la vie est apparue. Bon, il y a peut-être une part de vérité, certainement. Mais moi, euh, quand j'enlève tout ce qui est impossible, c'est-à-dire la théorie de Darwin, c'est impossible, c'est une fantaisie et ça n'a pas été prouvé. On nous dit que c'est un fait, mais c'est pas un fait. C'est quelque chose qui est forcé, qu'on oblige les gens à croire, mais qu'il n'y a pas de preuve scientifique. C'est une religion. C'est une religion, le darwinisme. Et aussi, ce qui me choque, des fois, il y a des chrétiens qui disent que si on ne croit pas en l'évolution, on n'est pas chrétien. Mais c'est totalement aberrant de dire ça, puisque la chrétienté est à l'opposé, mais complètement du darwinisme. C'est quelque chose qui est contraire à 200%. C'est le créationnisme contre le darwinisme, ça n'a rien à voir les deux. Donc on ne peut pas dire que on peut être totalement opposé à ça et tout en étant chrétien. C'est totalement logique. Puisqu'en fait les religions, euh, ça permet en fait d'avoir une spiritualité pour pouvoir se comporter correctement dans la vie, mais c'est pas une compétition. On va pas dire qui a raison. Est-ce que l'islam a raison par rapport à la chrétienté ou au judaïsme? C'est même pas la question. Pour moi, en fait, il n'y a pas de compétition à avoir entre les religions, ça sert à rien. Et sinon, ça serait écrit dans les livres comme quoi qu'il faut en fait faire en sorte qu'il y en a un qui sort du lot. Mais non, c'est pas ça le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est qu'on est tous ensemble sur la Terre, on doit s'entendre et c'est tout. Et on ne doit pas chercher à savoir quelle est la bonne version, puisque à quoi ça va nous servir de savoir ça, puisque déjà d'une, on n'a pas de preuve que formellement sur l'existence d'un nom hypothétique d'un dieu.
Donc c'est juste des légendes qui sont de plusieurs pays. Donc on ne peut pas dire que ça soit faux l'un ou ça soit faux l'autre. Chacun a son point de vue et moi je trouve ça débile de faire une compétition entre les religions et de chercher qui a raison et qui a tort. Bon, ça c'est une petite parenthèse sur ce développement. Donc aussi, pour en revenir donc à l'origine des espèces, ce fameux livre de Darwin que je vous invite à lire, puisqu'il y a quand même des connotations un peu racistes dans ce livre. Je vous laisse le découvrir par vous-même, donc allez-y et vous verrez que en fait toutes nos connaissances sont basées sur un homme qui n'avait même pas un microscope pour regarder des cellules et on valide tout ce qu'il a dit alors que c'est que du flanc. Voilà. Et aussi, pour approfondir mon point de vue sur l'apparition de la vie, donc comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a que deux possibilités. C'est soit qu'il y a un créationnisme, c'est-à-dire que Dieu a tout créé lui-même, ou soit c'est une espèce extérieure qui a amené d'autres espèces sur Terre, ou encore une autre possibilité, c'est qu'il y a un programme qu'on ignore dans l'univers qui permet de créer la vie de manière spontanée et sans qu'on ait en fait à intervenir. Puisqu'il y a des lois dans l'univers qui sont inconnues jusqu'à maintenant. Puisqu'ils ont essayé de... On vous dit aussi que la soupe prébiotique, c'est-à-dire que l'origine de la vie, ça serait en fait des amibes, des microbes qui seraient dans l'eau et qu'en fait toutes les espèces viendraient en fait que d'un seul organisme unicellulaire. Mais ils ont essayé de reproduire cette expérience en laboratoire et ils n'ont jamais réussi. Et donc ça veut bien dire que c'est faux. Si vous avez une théorie, il faut la prouver pour la valider. C'est comme Einstein, il a fait la théorie de la relativité. Il a prouvé sa théorie et ça marche. Voilà, là on peut dire que c'est quelque chose qui est valable. Mais la théorie de Darwin, ça n'a jamais été prouvé, c'est que de la fiction. C'est que du bourrage de crâne. On vous dit un truc, on vous embrouille, et alors on vous donne des fausses informations. Si vous ne vérifiez pas, bah, vous avez le poisson. Voilà. Et donc, c'est pas ça. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est qu'en fait, il y a eu une intervention divine pour la création de l'univers. C'est obligatoire, puisque l'univers n'a pas pu apparaître de rien, du néant, c'est impossible. Il y a une force énergétique qui a créé l'univers. Donc l'univers a été formé à partir d'une volonté extérieure en dehors du temps et de l'espace, qui a formé toutes les règles possibles que l'univers a, puisque ces règles ne changent pas. La force de gravité ne change pas, la force de la gravité faible ou forte ne change pas. Tout ce qui est vitesse de la lumière, ça n'a jamais changé. Ça peut changer en fonction de la relativité de la vitesse où on se déplace. Mais je veux dire que c'est toujours 300 000 km/s. Et donc toutes ces règles ont été déjà forgées dès le départ. Et si ça aurait été dû au hasard, ben, on ne serait même pas là puisque ça serait du n'importe quoi. Puisqu'en fait, pour pouvoir concevoir une cellule humaine, eh ben, vous imaginez pas la complexité de la cellule. Puisque dans une cellule, il y a un ADN. Et dans cet ADN, eh ben, si vous le déroulez, ben, ça fait 4 mètres de long pour une cellule. Alors imaginez-vous toutes les cellules que vous avez dans votre corps et tous les ADN que vous avez. Est-ce que vous croyez que c'est dû au hasard tout ça? C'est dû à quelque chose, il y a une ingénierie, un savoir-faire, une volonté que la vie puisse apparaître. Ça peut pas être dû au hasard, c'est impossible. S'il y a une chance sur des infinis que c'est même pas une chance sur infini, il n'y a pas de chance du tout que ça soit dû au hasard. C'est une volonté divine que ça puisse apparaître. Donc pour ma part, je dirais qu'en fait, la vie est sortie du soleil. C'est-à-dire que le soleil lui-même a donné la vie, d'une façon, je dirais, métaphysique. Et, et aussi que certaines espèces extraterrestres sont intervenues sur Terre pour pouvoir
extraterrestres entre guillemets, est-ce que ce sont vraiment que des extraterrestres ou aussi des êtres extra-dimensionnels? C'est-à-dire, est-ce que eux aussi font pas partie du plan divin? C'est à ce niveau-là, je me pose aussi beaucoup de questions puisque ils ont quand même des habilités très étranges puisqu'ils peuvent en fait se dématérialiser, ils peuvent faire apparaître leur corps donc à 40%, c'est-à-dire qu'ils peuvent être invisibles, demi-invisibles, ils peuvent traverser les murs en faisant vibrer leur corpulence et leur corps physique au niveau moléculaire. Lorsqu'il y a des enlèvements et autres, c'est ce que les gens ont reporté. Puisque moi, la question de est-ce que les extraterrestres existent, ça ne se pose même plus. Tous les scientifiques savent que c'est forcément sûr que la vie est partout dans l'univers. Et c'est donc le scientifique qui a fait la théorie, euh, qui est en fait l'équation de Drake, qui a prouvé qu'en fait, selon toutes les planètes qu'il y a dans l'univers, c'est obligatoire que certaines planètes ont beaucoup de chances d'abriter la vie. Et forcément, parmi ces planètes, il y a des pourcentages qui sont beaucoup plus avancés, donc des civilisations avancées, ce qui nous amène au paradoxe de Fermi. Donc, qu'est-ce que le paradoxe de Fermi? C'est le fait de dire qu'en fait, on n'a pas la visite des extraterrestres. Donc, comme effectivement, ils ne sont pas montrés aux yeux de tous, forcément, ça veut dire que la vie extraterrestre n'existe pas. C'est ça le paradoxe de Fermi, qui est en contradiction donc avec l'équation de Drake. Mais vous n'êtes pas sans savoir, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, que le 18 décembre 2017, donc le Pentagone a affirmé que les ovnis étaient réels et que ça venait d'un autre monde, Dixit, donc le pilote du F-18 Hornet. Ce paradoxe de Fermi est devenu de ce fait caduque, effectivement, puisqu'en fait, il n'y a plus lieu d'être, puisque tout simplement, ils sont déjà là. Voilà, sans transition, la suite de notre vidéo. Comme je l'avais dit en début d'introduction, euh, donc, euh, ce qui concerne en fait les voyages prochains de la NASA, donc ça va être d'envoyer un drone sur Mars qui survolera donc sa surface, un drone volant bien sûr, et qui pourra prendre des clichés en hauteur de sa surface, avec plus de précision. À vous les studios. Donc comme je vous avais dit en début de vidéo, je vais vous parler de la planète Vénus. Quand vous prenez un télescope, vous voyez que Vénus a une couleur bleue. Donc en fait, cette couleur bleue est due à la présence de gaz dans son atmosphère, qui est en fait de type diazote et donc aussi de l'oxygène qu'on peut retrouver en très petite quantité, puisqu'en fait la couleur bleue d'une planète ne peut être due qu'à ces gaz-là. Et s'il y a cette couleur bleue de la planète Vénus, cela veut dire en fait qu'elle a une atmosphère viable et qu'elle a des nuages, donc une présence d'eau. Donc on nous dit qu'il y a de l'acide sulfurique euh, qui, euh, qui émanerait de cette planète, donc ça reste vraiment à prouver, puisqu'il y a tellement peu d'informations sur la planète Vénus que je suis prêt à en remettre en question comme quoi que c'est une planète qui ne peut pas abriter soi-disant la vie. Ça m'étonnerait beaucoup, puisqu'en fait elle est très similaire à la Terre, elle a exactement pratiquement la même dimension et aussi la même force de gravité et elle a un champ magnétique qui donc la protège des rayons du soleil qui sont nocifs. Et aussi, on nous dit que dans ton atmosphère, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il y a des températures similaires à la Terre. Donc c'est déjà un premier aveu comme quoi que ça serait un peu pareil. Donc jusqu'à preuve du contraire, moi je suis prêt à parier que Vénus est presque similaire à la Terre et que ça se trouve qu'il y a une civilisation avancée extraterrestre qui se trouve sur Vénus. Mais bon, on vous fait croire que
les extraterrestres seraient très loin, donc à Proxima du Centaure, qui serait donc l'étoile la plus proche. On vous projette des exoplanètes hyper lointaines, alors que la vie extraterrestre est déjà sur Terre. Et même quand vous levez les yeux au ciel le soir et que vous voyez la Lune, ben, je peux vous dire que sur la Lune, il se passe des choses tout aussi étranges. Donc, j'arrive donc au terme de cette vidéo qui a été un peu compliquée pour moi, puisque bon, j'ai eu en fait un homme de main de Lex Luthor qui m'a piqué mes lunettes cybernétiques. J'ai dû donc échanger avec celle de Kimi Raikkonen. je, je fais comme je peux, mais bon, ne vous inquiétez pas, je suis très content de faire cette vidéo et de vous exposer donc mon point de vue sur donc cette fameuse théorie de Darwin, qui est complètement en fait une propagande d'un système qui veut vous obliger à penser d'une façon alors qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de fait factuel, puisque en fait il faut prouver, quand vous avancez une théorie, il faut la prouver. Si vous ne pouvez pas et que vous forcez, que vous criez, plus un mensonge est grand et plus vous le entretenez, plus vous criez fort que c'est ça, et plus les gens vont l'accepter au bout d'un moment donné si vous avez le pouvoir de décision. Mais si vous avez ne serait-ce qu'une l'once d'une réflexion, donc vous pouvez remettre en cause ce qu'on vous dit, hein. C'est pas interdit, donc on n'est plus sous un régime fasciste qui vous oblige à penser votre manière de vivre ou autre, hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Donc lorsque vous avez donc la possibilité d'avoir accès aux connaissances maintenant grâce à Internet, donc c'est facile de vérifier, de démonter certaines propagandes, hein, comme cette théorie. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.